Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison du cycle de webinaires qu'on organise avec VetaGrossup et l'École de management de Lyon, cette fois-ci, pour pouvoir traiter de la question de la refondation de l'agriculture à l'heure de l'Anthropocène. Et aujourd'hui, on va parler de la reconfiguration d'une filière dans la perspective de l'agriculture régénératrice. Et je laisserai la parole à Bertrand Valliorgue, qui va être l'animateur de cette séance pour présenter le sujet et les intervenants. En attendant que vous arriviez au fur et à mesure dans la salle, je vous rappelle que vous avez deux possibilités d'interagir avec les intervenants. D'une part, le bouton discussion ou converser ou chat selon votre version de Zoom qui vous permet de nous donner des informations ou nous faire part de vos éventuels soucis techniques, mais je vous rassure, ça arrive très rarement. Le deuxième bouton que là, on vous conseille vivement d'utiliser, c'est le bouton Q&R pour questions-réponses, et ce bouton vous permet de poser toutes les questions aux trois intervenants et à la fin de leurs interventions, eh bien, Bertrand animera cette séance de questions-réponses en direct. Et donc, vous pouvez évidemment poser les questions au fur et à mesure des interventions. Voilà, je vais donc maintenant laisser, pour ne pas perdre de temps, la parole à Bertrand qui va présenter cette séance. Bon webinaire. Merci Philippe, et puis bonjour à tous. Alors on est très heureux de vous accueillir pour cette deuxième saison donc, des webinaires agriculture et anthropocène. Très rapidement, pourquoi on a mis en place cela? Eh bien, on a mis en place cela parce que les sujets alimentaires, les sujets agricoles vont prendre une ampleur considérable dans les années qui viennent du fait du changement climatique et du basculement dans l'ère de l'anthropocène, et puis du fait aussi de l'augmentation de la population mondiale. Donc, on a deux faisceaux qui convergent pour faire de l'agriculture un vrai sujet. Alors, on a étudié ça l'année dernière en mettant en perspective, en essayant de comprendre ce qui était en train de se passer, en essayant de comprendre quelles pouvaient être les solutions, ou en tout cas des idées que l'on pouvait développer pour préparer cette agriculture au nouveau régime climatique. Cette année, c'est dans la complémentarité, bien évidemment, mais on a choisi d'être beaucoup plus illustratif et pratique. C'est-à-dire que nous avons conçu le cycle avec 6 webinaires qui vont illustrer les acteurs qui font la transition aujourd'hui et qui préparent l'agriculture de demain au nouveau régime climatique. On va revenir sur un certain nombre de points et des illustrations pratiques à l'occasion donc de ces 6 webinaires. Je ne vais pas détailler le programme, vous l'avez sans doute consulté. Aujourd'hui, on est sur l'agriculture régénératrice et plus particulièrement une voie de l'agriculture régénératrice qui est l'agriculture de conservation des sols. Et l'idée qu'on va développer, c'est de se dire comment cette agriculture de conservation des sols peut transformer une filière alimentaire et se mettre en place à l'échelle d'une filière alimentaire. Et on a la chance d'avoir 2 plus 1 témoin. Donc, le premier témoin, c'est Christophe Buren. Donc, Christophe Buren est le président de la coopérative Vivessia. Et alors, on a choisi, en dehors de l'amitié que j'ai pour Christophe, on a surtout choisi Vivessia parce que Vivessia, depuis déjà un certain nombre d'années, est fortement engagé sur l'agriculture de conservation des sols. Donc, c'est historiquement, Vivessia ne découvre pas du tout ce sujet-là. Au contraire, je crois que c'est une des coopératives relativement en avance sur le sujet. Donc, Christophe Buren va nous expliquer ce qui se passe chez Vivessia. Ensuite, on a Sébastien Roumégous du Centre de développement de l'agroécologie, qui est un expert que vous connaissez peut-être, sans doute même, autour des questions de la vitalité des sols et qui fait de l'accompagnement au plus près des acteurs. Et puis ensuite, on aura notre collègue, Magali Aubert, INRAE, qui va réagir aux propos de Christophe Buren et de Sébastien Roumégous. On va tout de suite commencer par vous, Christophe. Vous allez nous présenter ce qu'est Vivessia. Il y a pas mal de gens qui connaissent Vivessia, mais c'est bien de revenir sur ce qu'est Vivessia et puis surtout ce que fait Vivessia aujourd'hui en termes d'agriculture de conservation des sols. Je vous passe la parole sans plus attendre, cher Christophe. Merci beaucoup Bertrand, bonjour à toutes et tous. Et donc juste peut-être pour compléter ces quelques mots d'introduction de Bertrand, dire que effectivement je suis président du groupe Vivessia et en tant que président d'un groupe coopératif agricole,
je suis également agriculteur, donc j'ai également les pieds dans les bottes régulièrement dans mes champs, ce qui permet également de comprendre parfois la complexité du monde agricole. Ce que je me propose de faire avant de répondre aux questions de Bertrand, eh bien, c'est de vous présenter rapidement le groupe Vivesia, pour que bon, on soit tous sur un pied d'égalité. Je pense que vous avez maintenant à l'écran une première slide qui est juste la slide d'introduction. Très bien. A priori, je n'ai pas choisi la bonne, donc il faut que je change de slide. Parce que celle-là n'a pas l'air de vouloir défiler. On va voir si l'autre défile. Eh bien non, ça ne défile pas non plus. Écoutez, on va rester, on va être direct et simple. On va rester donc sur un écran de présentation simple. Je n'aurai pas la possibilité de vous projeter les différentes slides. Ça ne défile pas. Alors, Vivesia, qu'est-ce que c'est? C'est une coopérative agricole. C'est une coopérative agricole qui a démarré il y a une centaine d'années. Les agriculteurs ont décidé de se prendre en main et de prendre en main leur destin. Et ils se sont dit, on va faire ensemble un certain nombre de choses. Dans un premier temps, ils ont mutualisé les achats, donc tout ce qu'on peut acheter au sein d'une coopérative ou pour une exploitation agricole. Puis, ils ont également décidé de mutualiser leurs ventes, les ventes de blé, de colza, etc. Et la spécificité de Vivesia, c'est que dans les années 60, eh bien, les gens qui nous ont précédés se sont dit, mais il faut qu'on aille plus loin. Il ne faut pas juste qu'on fasse de la mutualisation des achats et des ventes. Il faut aussi qu'on aille capter la valeur ajoutée. Donc, on doit rentrer dans la première transformation. Et c'est pour ça que dans les années 60, eh bien, nos prédécesseurs ont construit une première malterie, puis ont acheté les grands moulins de Reims, se sont également intéressés à la maïserie, à la recherche, à l'alimentation animale. Nous avons ainsi 6 piliers industriels dans le groupe. Et quand maintenant, si on se projette à valeur d'aujourd'hui, eh bien, Vivesia, c'est 7000 collaborateurs tout autour de la planète, puisque le Malte, par exemple, c'est une présence mondiale. Nous sommes deuxième malteur mondial ex aequo. Et dans la farine, avec le Grand Moulin de Paris et notre marque iconique Francine, eh bien, nous sommes le premier meunier français. De même qu'en boulangerie, viennoiserie, pâtisserie surgelée, nous sommes présents en Europe. Vivesia, au niveau du nombre d'agriculteurs, c'est 10 000 agriculteurs, 10 000 associés coopérateurs qui participent au quotidien à la vie de la coopérative, et coopérative qui apporte un certain nombre de services. Donc, les services que j'ai évoqués tout à l'heure de mutualisation des achats, mutualisation des ventes, mais également qui profitent de notre logistique, de notre capacité à stocker et aussi à délivrer un certain nombre de services techniques, agronomiques et également des services de conseil sur la commercialisation des produits. Alors, Vivesia, c'est aussi, et c'est important de le rappeler, c'est si on passe là, je vois que Philippe a réussi à projeter bien mieux que moi les différentes diapos. Si on peut passer la troisième diapo, celle qui s'appelle agriculture, puisque voilà, mais vous inquiétez pas, je vais continuer à avancer. Elle y est normalement. Ah oui, c'est parce qu'en fait, elle n'apparaît pas chez moi, c'est pour ça. D'accord. Autant pour moi. Et vous dire que ce qui est important pour nous, c'est que le mot agriculture ne se conjugue pas au singulier, mais c'est au pluriel. Il n'y a pas juste l'agriculture de conservation des sols, il n'y a pas juste l'agriculture biologique. Nos agriculteurs, en fait, ils sont très différents, ils ont des territoires différents, ils ont des sols différents, ils ont des productions différentes. Certains ont des productions également industrielles, comme la betterave à sucre ou la pomme de terre pour l'industrie ou pour le marché du frais. Et toutes ces agricultures se combinent au sein d'une coopérative agricole. Et il nous faut donc adresser des messages fort différents à ces différents agriculteurs. Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous avons également un besoin et un devoir d'expertise agronomique. Et pour cela, nous avons un service agronomique avec des agronomes qui ne sont pas des techniciens qui vendent de la technique sur le terrain, non, qui font vraiment de la recherche. Nous avons 22 agronomes au sein de notre groupe. Et ces agronomes, alors au-delà des études vraiment plus de littérature, on réalise tous les ans en fait des parcelles d'essai, 600 parcelles d'essai, 10 000 tout simplement observations annuelles avec 11 000 micro-parcelles réparties sur l'ensemble du territoire de la coopérative, ce qui nous permet d'avoir sa diversité tant d'un point de vue territoire, climato, mais également d'un point de vue production. Voilà ce que je pouvais peut-être dire, Bertrand, pour introduire le groupe, et je vous laisse poser les questions que vous souhaiteriez me poser.
Merci Christophe. Alors, moi, j'ai dit tout à l'heure que j'avais repéré que Vivessia était engagé sur l'agriculture de conservation des sols depuis un certain nombre d'années. Je ne dis pas qu'il n'y a que Vivessia hein, qui le fait. En tout cas, moi, j'ai repéré que depuis un certain temps, vous êtes sur le sujet. Peut-être le premier point, Christophe, c'est de nous dire d'où ça vient, d'où vient cet engagement en faveur de l'agriculture de conservation des sols. Alors, effectivement, ça date d'il y a un certain nombre d'années, puisque je ne sais pas où ça se situe précisément, on peut l'estimer à une vingtaine d'années. Et qu'est-ce qui s'est passé il y a une vingtaine d'années? Eh bien, des agriculteurs se sont posé des questions sur des économies. Ils se sont dit, mais comment je pourrais moins travailler mes sols? Vous voyez, on n'était pas du tout dans l'agriculture de conservation il y a une vingtaine d'années. Hein. On n'était pas sur cette même thématique-là, mais il y avait une problématique de dire, je dois faire des économies parce que je gagne un peu moins d'argent sur la ferme. Comment je peux faire des économies? Et en parallèle de ça, pour ceux qui sont connaisseurs de notre monde, nous avions également une obligation réglementaire qui était la directive nitrate qui obligeait les agriculteurs, suite à une moisson de céréales ou une moisson d'été, il obligeait ces agriculteurs à implanter une culture intermédiaire piège à nitrate qu'on appelle des CIPAN. Et c'est le mixte de ces deux choses-là, associé, donc en fait, une problématique associée à une volonté ou une certaine curiosité, une volonté d'innovation, qui a poussé nos agriculteurs à s'interroger sur ce qu'ils faisaient chez eux, aussi à aller à l'étranger. Ils ont été, pour certains, voir des systèmes de travail différents en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. Et ils se sont rendus compte que la façon dont on travaillait jusqu'à présent en France, en tout cas dans notre région, avec le labour systématique, l'absence de culture intermédiaire un peu intelligente, eh bien, pouvait être dépassée et qu'on pouvait avoir une approche différente et plus agronomique de nos sols. Ils ont essayé de recomprendre ce qui se passait dans les sols. Et c'est pour ça qu'il y a une quinzaine d'années, donc ça date déjà, a été créé le premier club Agrosol, un club dans lequel se sont en fait regroupés les agriculteurs pour partager en fait tout simplement leurs différentes expériences. Parce que on voit bien que ces techniques demandent beaucoup d'innovation. Et donc, ce qui est important quand on innove beaucoup et qu'on est dans l'incertitude, c'est de pouvoir partager. C'est ce qui a été fait avec ces clubs Agrosol, parce que nous avions cette volonté en fait d'accompagner les agriculteurs, de ne pas les laisser seuls chercher chacun dans leur coin. Et la coopérative, eh bien, elle a souhaité les accompagner. Et dans un second temps, et c'est beaucoup plus proche, l'approche carbone est venue également se greffer en fait à ce questionnement. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est cette évolution. On part d'une problématique réglementaire ou économique, de l'innovation, de la curiosité, de l'accompagnement par la coopérative. Et puis, voilà, l'histoire fait que des nouvelles problématiques arrivent, le carbone, les gaz à effet de serre. Et voilà pourquoi on a créé toutes ces activités autour de l'agriculture de conservation. Et alors, la question qui fait l'objet d'ailleurs du titre du webinaire, Christophe, c'est ça change quoi dans votre filière ou dans vos filières, le fait de baser le maillon production autour de l'agriculture de conservation des sols? Alors, la question, c'est est-ce que dans les processus industriels, ça a un impact? Est-ce que ces blés issus de l'ACS changent les processus industriels? Et puis, est-ce qu'ils changent les relations commerciales? Comment ça se passe avec les clients, les donneurs d'ordre et puis peut-être demain aussi le consommateur autour de cet engagement en faveur de l'agriculture de conservation des sols? Et qu'est-ce que ça change aussi peut-être au niveau de la coopérative? Oui, et de la COP. Déjà, ce qu'on constate à ce jour, et voilà, mais ça c'est à ce jour, on ne constate pas vraiment de différence en fait dans les process industriels. Donc, c'est vraiment processus technique. Par contre, qu'est-ce que ça a changé? Ça a déjà changé en fait notre approche agronomique. Si nos agronomes auparavant ne travaillaient pas sur ces sujets, eh bien, nous avons été chercher en fait des spécialistes. En l'occurrence, on a été chercher l'un des spécialistes les plus reconnus à l'époque en France, qui était Jean-Luc Forler, qui est donc venu rejoindre notre équipe agronomique. Et Jean-Luc Forler, en étant et c'est la bonne nouvelle, débordé par des questions, des besoins en fait de transmission, etc. Nous l'avons accompagné aujourd'hui d'un deuxième agronome pour pouvoir balayer en fait l'ensemble de ces questions sur le territoire de la coopérative. Et nous avons même été aujourd'hui plus loin puisque nous avons également embauché un jeune ingénieur qui travaille sur l'aspect carbone. Donc, qu'est-ce que ça change pour la coopérative? Premier aspect, d'un point de vue ressources humaines, eh bien, 3 agronomes qui travaillent en permanence sur ces sujets, alors qu'auparavant, il n'y en avait aucun.
Et le premier agronome qui a été vraiment embauché, de renommée en fait, française, et peut-être même européenne, j'en sais rien, je le souhaite pour lui, ça a vraiment été réalisé en 2016. Ça, c'est la partie RH. Deuxième partie qui change, c'est la volonté ferme de notre service agronomique et du conseil d'administration de mettre en place des essais. Et c'est réparti sur le territoire. Donc, des essais agronomiques avec essentiellement d'ailleurs des techniques basées sur soit les systèmes d'implantation des scippans ou les cultures, mais aussi sur les mélanges variétaux pour réaliser la couverture des sols post-récolte. Donc, tout ça, ça a été mis en place et c'est vraiment des choses nouvelles. Et puis, ce qui est important, et d'ailleurs, voilà, les autres intervenants vont, j'imagine, réagir là-dessus, ce qui est également important dans notre monde agricole, c'est que souvent, on a la connaissance, mais on a un problème de transmission, en fait, transmission vers l'agriculteur. Et donc, on doit travailler à ça. C'est-à-dire qu'il est important, comme nous le faisons aujourd'hui, d'emmagasiner en fait de la donnée, d'emmagasiner des résultats d'essais, et en même temps, on doit s'interroger sur notre capacité à transmettre au plus grand nombre d'agriculteurs possible. D'où en fait l'extension des clubs agrosols. Auparavant, il n'y en avait qu'un seul, aujourd'hui, nous en avons une quinzaine, répartis sur l'ensemble des territoires. Il y a 350 agriculteurs inscrits dans ces clubs agrosols, mais il y a aussi tous les agriculteurs qui, en dehors du club agrosol, pratiquent de l'agriculture de conservation des sols. Donc ça, c'est extrêmement important. Maintenant, si je reviens sur la partie plus industrielle, plus partenariale. Qu'est-ce que ça a changé sur les partenariats? Eh bien, nous avons fortement travaillé avec, et nous sommes en train de le réaliser, avec Heineken. Heineken, de par justement cette antériorité sur l'agriculture de conservation des sols, nous a demandé de travailler avec eux sur la production d'orge bas carbone. Donc, nous sommes en train de mettre en place de l'expérimentation produire dans le futur des orges qui auront émis moins de gaz à effet de serre. De même, dans la filière des sols vivants, nous travaillons avec Earthworm, et là, nous travaillons plus sur la thématique des sols. Pour vous donner un exemple, nous avons récemment été travailler avec une cinquantaine d'agriculteurs. Nous avons réalisé 2500 analyses de sol chez ces agriculteurs afin de comprendre en fait l'état du sol à l'instant T chez ces agriculteurs. Et nous avons partagé cela avec les agriculteurs qui voulaient participer à des réunions, et on a été très surpris parce qu'il y a eu un engouement extraordinaire. C'est-à-dire, au-delà des 50 agriculteurs enquêtés, les salles étaient pleines. Donc, on voit qu'il y a un intérêt en fait pour ces choses-là. Et dernier point qui est extrêmement important également à relever, en tant que coopérative Vivesia et qui considère que le carbone est important pour demain, nous allons dans les mois qui viennent, premier semestre en fait de l'année 22, réaliser des bilans carbone simplifiés sur l'ensemble des fermes de nos associés coopérateurs. Et dernier point, concernant les filières, c'était votre question, Bertrand. Bien évidemment, il y a le travail que nous réalisons avec Heineken, mais nous avons aussi la chance d'avoir des filières internes. Et nous avons déjà bâti un premier projet en agriculture de conservation des sols, c'est-à-dire que nous avons bâti une filière qui s'appelle Cœur d'Épi. C'est-à-dire des agriculteurs qui sont en agriculture de conservation, donc prouvés, testés, etc., fournissent nos propres moulins, les moulins donc de grands moulins de Paris, et ces moulins sortent une farine qu'on appelle Cœur d'Épi, qui est livrée à des artisans boulangers qui ont la capacité ainsi de vendre des baguettes Cœur d'Épi certifiées agriculture de conservation des sols. Donc voilà, cette troisième étape de commercialisation, nous sommes en train de la mettre en place. De même que nous allons mettre en place dans les années qui viennent des filières de commercialisation bas carbone qui seront en toute logique basées sur l'agriculture de conservation des sols. C'est tout à fait clair, Christophe. Alors, une question aujourd'hui, là, vous nous avez indiqué qu'il y a un certain nombre conséquent d'agriculteurs qui sont dans les clubs. Vous nous avez dit aussi, Christophe, qu'il y avait 10 000 producteurs qui gravitent autour de Vivesia. Le changement d'échelle, le passage à l'échelle, est-ce qu'en 2030, tous les coopérateurs agricoles sont en ACS? Et j'ai peut-être deux sous-questions par rapport à ça, c'est-à-dire que est-ce qu'il y aura une valorisation, je dirais une incitation? On a bien compris l'incitation agronomique, Christophe, mais est-ce que vous pensez que demain, les marchés vont récompenser les agriculteurs pour cet effort en faveur de l'agriculture de conservation des sols? Et puis, est-ce que techniquement, ou d'un point de vue aussi
des sols. Est-ce que c'est possible d'avoir une généralisation à l'ensemble des producteurs Vivescia de cette agriculture de conservation des sols? Déjà, je pense qu'en 2030, il faudra être plus large probablement que l'agriculture de conservation des sols. Il faudra avoir une approche plutôt d'agriculture régénérative, c'est-à-dire que c'est un ensemble qu'on va aborder. Il ne faut pas qu'on se focalise juste sur, comme on a pu… par le passé, on s'est focalisé sur la production. Et c'était la demande d'ailleurs de la société. Sortir de la guerre, il fallait produire plus puisque nous étions importateurs et que nous étions en manque. On l'oublie parfois, mais c'est quand même la réalité historique. En 2030, on va se focaliser sur un large panel. Bien évidemment, il y aura l'agriculture de conservation des sols, mais il y aura aussi la biodiversité, il y aura la rotation des cultures, il y aura la diminution des intrants. Donc, c'est un global. Maintenant, vous me posez, Bertrand, la question sur est-ce que tous y seront? Alors, tous seront rentrés dans cette démarche. Et chacun à sa vitesse. Parce que les agriculteurs, ce sont des entrepreneurs sur leur ferme. Donc, c'est eux qui décident. Ce n'est pas la coopérative qui décide pour l'agriculteur, c'est bien l'agriculteur qui prend cette décision de rentrer dans cette approche. Et ce qui est important pour nous, c'est ce que nous faisons d'ailleurs depuis un certain temps, c'est pour ça qu'il y a les clubs et on n'a pas imposé à tout le monde de participer à ces clubs, c'est pour ça que nous avons poussé également les certifications comme les certifications environnementales. Mais ce qui est important pour nous, ce n'est pas d'emmener tout le monde au même rythme et tout de suite, tout en redémarche, non, c'est d'entraîner tout le monde au fur et à mesure. Donc, pour répondre à votre question, en 2030, oui, bien sûr, tout le monde sera rentré dans la démarche. Mais chacun à son rythme. Donc, certains seront très en avance, d'autres moins. Et ce n'est pas important. Je pense que moi, je voudrais insister là-dessus. Ce n'est pas important que tout le monde ne soit pas au même rythme, parce qu'il faut comprendre que selon les territoires, selon aussi parfois s'il faut investir, les moyens financiers des agriculteurs, selon aussi les cultures, eh bien, c'est plus ou moins facile de rentrer dans ces démarches. Et donc, laissons le temps aux gens, mais aidons-les. Et c'est là vraiment le rôle d'une coopérative, d'entraîner ces agriculteurs, aidons-les à y aller. En ce qui concerne la rémunération, alors c'est toujours difficile de se projeter à la place du consommateur, parce que quelque part, c'est aussi le consommateur qui décide. Est-ce que le consommateur est prêt à payer? Je veux dire qu'il y a deux façons de rémunérer l'agriculteur sur la partie économie de gaz à effet de serre. Alors, il y a deux approches. Il y a l'approche vraiment agriculture de conservation des sols avec notre filière que nous avons mis en place et d'autres filières que nous pourrions mettre en place. Là, effectivement, il y a une rémunération directe pour l'agriculture de conservation des sols. Maintenant, si on veut dépasser et aller, parce que c'est une niche, si ce n'est plus une niche, il n'y aura plus de rémunération. Si on veut dépasser ce stade, je pense que la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que le consommateur en tant que tel, est-ce que le consommateur est prêt à payer plus lorsque demain il verra un croissant bas à gaz avec une production à gaz à effet de serre réduite? Question. Est-ce qu'il est prêt à payer plus pour une bière? Et donc, j'imagine que certains, oui, pas d'autres. On le sait bien, on le voit bien dans l'évolution de certaines productions. Il y a des niches qui se développent, mais tout le monde ne peut pas accéder à cette niche parce que le revenu français médian, il est ce qu'il est. Donc, les gens font des arbitrages. Et en parallèle, il y a quand même, et ne l'oublions jamais, les certificats en fait, carbone qui permettront également, d'une façon différente, de rémunérer la partie réduction en fait, de gaz à effet de serre. Donc, c'est un panel de solutions. De même que l'agriculture de conservation des sols ou même l'agriculture régénératrice est large, de même qu'on a des agriculteurs très différents, de même que demain, eh bien, en 2030, il y aura des rémunérations qui seront différentes les unes des autres. Ce qui est important, au final, c'est de sortir nos graines, nos céréales, donc les blés, les orges, les colzas, etc., les sortir de la partie commodité et les emmener en fait dans un monde différent qui est les commodités avec un service. Ça peut être le service ACS, ça peut être le service réduction des gaz à effet de serre. Et c'est en faisant cela qu'on va apporter de la valeur ajoutée à nos agriculteurs, en plus de ce qu'on a déjà créé, nous, au sein du groupe, depuis les années 60, la partie de transformation industrielle, où on va capter de la valeur ajoutée. Et c'est là où on va à nouveau retrouver la force au sein d'un groupe intégré tel que le nôtre, parce qu'on aura la capacité vraiment d'avoir le lien entre l'agriculteur, la coopérative, qui est cet organisme collecteur qui organise un peu les affaires, qui apporte ce conseil, et l'industriel, qui lui va pouvoir être en contact du client et le client qui fera le choix à ce moment-là. Mais n'oublions pas, hein, le consommateur aussi doit faire sa part dans l'effort.
Merci Christophe. Sortir l'agriculture des commodités et apporter un ensemble de services. On voit bien la démarche qui est enclenchée chez Vivescia. Merci. Il y aura sans doute des questions qui reviendront pour vous, Christophe. On va passer la parole à Sébastien. Donc, Sébastien, je vous laisse vous présenter, puis le CDA, et puis nous parler de l'accompagnement. Alors, l'accompagnement, on n'ira pas sur les aspects techniques, agronomiques, mais l'accompagnement au changement, comment vous voyez, Sébastien, ces agriculteurs qui sont en train de se transformer, de progresser, d'acquérir des compétences. Comment se déroule l'accompagnement à votre échelle? Super. Ben, écoutez, merci en tous les cas pour l'invitation. Je suis ravi d'être parmi vous pour discuter de ces sujets voilà, extrêmement importants. Et voilà. Et donc, je vais me présenter rapidement. Je vais partager un PowerPoint en espérant que ça fonctionne. Alors, est-ce qu'on est bon pour tout le monde? C'est bon. Fabuleux. Alors, rapidement, pour me présenter, pour ceux qui me découvrent, donc ça fait une dizaine d'années que je travaille dans ce qu'on appelle voilà, l'agroécologie. Christophe l'a cité tout à l'heure, on parle de plus en plus d'agriculture régénératrice. Bref, la question fondamentale, c'est comment reconnecter l'action de production, hein, les systèmes de production agricole, avec le fonctionnement réel d'un écosystème. Voilà, un écosystème, il n'y a pas de fonctionnement, on n'a pas d'avis en fait, on ne peut pas avoir d'opinion sur le fonctionnement d'un écosystème, un sol, la filtration de l'eau, la production de biodiversité et le maintien d'un niveau de biodiversité élevé dans un milieu, que l'on y cultive ou pas, il y a des règles, il y a un mode de fonctionnement qui est, voilà, on va dire millénaire, et la question c'est comment, grâce à nos connaissances scientifiques actuelles qui ont pris du temps pour se mettre en place. Moi, je rejoins, il faut toujours se mettre dans une perspective historique, dans l'après-guerre. Enfin, moi, ma famille, on fait l'agriculture depuis très, très longtemps. Il fallait produire, il fallait subvenir à nos besoins collectifs. Aujourd'hui, on a d'autres besoins, c'est une autre époque, et on a d'autres connaissances. Et donc, ça fait 10 ans que je travaille à vraiment essayer d'aligner les pratiques agricoles avec le fonctionnement des écosystèmes, symboliquement pour pouvoir continuer à produire sur une parcelle pendant 1000 ans, en quelque sorte. C'est un peu ça l'idée. Voilà, donc j'ai diverses activités. J'ai commencé comme indépendant il y a 10 ans et aujourd'hui, je dirige un ensemble d'entreprises dédiées à la transition vers l'agroécologie. Alors l'agroécologie, ça peut être plein de choses. On a parlé d'agriculture de conservation. On parlera des schémas de transition. Voilà quelques illustrations de systèmes, en tous les cas, vers lesquels nous on tend. Alors c'est les systèmes stables, on va dire que ce sont encore des pilotes aujourd'hui. Vous voyez que ça marche en arboriculture, ça marche en vigne, ça marche en grande culture, ça marche voilà, sur tous les types de systèmes aujourd'hui, en tous les cas en milieu tempéré. Et donc, l'idée, c'est comment stabiliser ce type de système. En sachant que vous voyez, on a une production de végétaux extrêmement importante. Regardez la vigne, par exemple, au niveau central, on a des couverts végétaux entre les rangs qui sont là de façon, on va dire, prépondérante. C'est assez peu usuel. Est-ce que ce sont ces couverts-là qu'il faut faire? Ça dépend, le milieu, le pédoclimat, la volonté de l'agriculteur, etc. Mais en tous les cas, vous voyez bien que même visuellement, ces systèmes sont complètement différents de ce qu'on peut voir dans nos campagnes. J'ai coutume de dire que le paysage agricole demain doit être vert et non plus marron. Et donc, aujourd'hui, il est encore un peu trop marron. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des défis. C'est-à-dire qu'on parlait du passage à l'échelle. On a des verrous techniques, machines, mais on a surtout des verrous humains, connaissances, calage des itinéraires. Et on doit faire attention dans ce changement, puisqu'il y a une prise de risque, de ne pas se casser la figure collectivement, puisque on doit subvenir aux besoins de millions de personnes. Ceci dit, vous voyez qu'il y a des tests pilotes plus ou moins passés à l'échelle aujourd'hui qui sont là, qui sont visibles, et c'est notre spécialité d'accompagner vers ce type de système qui permet d'avoir du stockage de carbone additionnel, de la fertilité des sols, de l'épuration de l'eau, l'amélioration du stockage d'éléments nutritifs, de la biodiversité, bref, produire et protéger en même temps. Et donc, finalement, tout ça est très interrelié. Voilà, c'est pour ça qu'en fait, quand on parle d'agriculture de conservation ou d'autres, quand on parle des objectifs carbone, biodiversité ou protection de l'eau, tout est relié. C'est un système de production agricole qui va nous permettre d'accoucher de ce type de système-là. Voilà, donc ça, je l'explorerai tout à l'heure. Aujourd'hui, les entreprises, les voici. Donc, le Centre de développement de l'agroécologie centrale, qui est l'entreprise historique, qui aujourd'hui joue le rôle de centre de recherche et développement de terrain. Donc, c'est là où on accompagne les agriculteurs. Et donc,
voilà, on travaille aussi à faire beaucoup d'expérimentation. Je rejoins ce qu'a dit Christophe. On a besoin de faire de l'expérimentation pour se rassurer, pour caler les itinéraires techniques et les passer à l'échelle. Donc, il faut venir prouver qu'on a de la réplicabilité et de la performance. Ensuite, on a un centre de formation dédié à l'agroécologie, l'IFA, et puis Biosphère, qui est un centre, finalement, un bureau d'études conseil. Alors, c'est rigolo parce qu'en fait, pour Heineken, c'est nous qui faisons l'évaluation des fournisseurs dans le cadre de leur politique carbone et on a été amené à rencontrer vos équipes, Christophe, justement pour venir regarder l'efficacité des mesures qui ont été mises en place. Donc, c'est assez intéressant comme ce petit monde se rejoint. Voilà, on a une trentaine de collaborateurs aujourd'hui avec 3 bureaux, Lyon, Paris, Bordeaux, et puis un laboratoire à Clermont-Ferrand où on travaille tout ce qui est études des sols. Voilà. Donc, quand on parle de qu'est-ce qu'on fait pour accompagner les agriculteurs, on a d'un côté un ensemble de services qui permet de faire des diagnostics, de l'accompagnement et de la formation. C'est indispensable d'avoir ce package. Dans le diagnostic, on a l'étude des sols, puisque c'est de là que part finalement l'agroécologie. On doit pouvoir être très fort dans l'évaluation de la qualité des sols et de leur manière de venir soutenir le système agronomique. Et puis, on organise des événements annuels. Donc, c'est un ensemble de choses. Et je rejoins ce qui a été dit, c'est de l'accompagnement, c'est aussi de l'événementiel. On voit aujourd'hui qu'on a beaucoup d'agriculteurs qui sont très appétents sur les thématiques du sol. Voilà. Et bon, voilà à peu près les endroits où on est intervenu aujourd'hui. Donc, ça vous permet d'avoir un peu un topo, une présentation de l'entreprise, de nos méthodologies que je mettrai après en action par rapport aux différentes questions. Merci Sébastien. Alors, cet accompagnement, Oui. comment vous le pilotez, je dirais? Est-ce que vous avez défini un process ou vous voyez des résistances quelles sont peut-être commencer par ça, parce qu'on voit bien les promesses. Quelles sont les difficultés aujourd'hui? Vous évoquiez des verrous. Alors, quels sont-ils et comment éventuellement on les fait sauter, ces verrous? Alors, pour bien comprendre les verrous et les problèmes, il faut bien comprendre la cause. En sociologie, ça a été assez bien expliqué, on appelle ça les verrous socio-techniques. Déjà, on a 2 types de verrous dans la transition vers ce type d'agriculture. On a des verrous techniques qui sont liés à des combinaisons de machines, d'intrants et de méthodologies, et des verrous sociaux qui sont liés aux connaissances et aussi à un aspect culturel. Je pense que voilà, je travaille aussi pas mal dans certains autres pays, notamment dans les tropiques et en Afrique, où en fait le labour des Africains c'est le brûlis, mais nous le labour c'est un truc ancré en termes de voilà, c'est quasiment viscéral. Comment faire pour le retirer ou le désintensifier dans un itinéraire? Ça c'est typiquement un verrou social. Non, mais moi j'aime bien labourer, je veux labourer, je considère que c'est important, etc. Et donc on a du mal à venir modifier l'itinéraire technique. Donc voilà, verrous sociaux, verrous techniques. Aujourd'hui, si je dois faire une pondération, on a 60% de verrous sociaux, 40% de verrous techniques, voire même 30-70. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, les itinéraires techniques, notamment en céréales, on les a, avec quelques problématiques quand même liées à la réussite de certains couverts d'été aujourd'hui qui sont de plus en plus compliqués, notamment avec le changement climatique. Mais ceci dit, on a quand même les itinéraires techniques. C'est plus complexe sur d'autres types de cultures. En vigne, on est encore en exploratoire, même si on arrive à faire plein de choses extrêmement intéressantes et qu'on est quasiment voilà, au bout de l'histoire. L'arboriculture, ça démarre. L'élevage, c'est très net aussi. Donc, on va dire que la technique, c'est bon. On est en train d'y aller. On a eu des efforts en termes de nouvelles machines qui nous permettent de faire ça depuis très longtemps, enfin depuis une vingtaine d'années, qui nous ont permis de progresser. Donc, on voit bien que amener les éléments techniques, ça va être assez simple ou relativement simple. Par contre, quand je suis en face d'un agriculteur ou d'un groupe d'agriculteurs, comment je fais pour justement leur faire opérer ce changement finalement de mindset pour leur permettre de changer de pratique? Et donc, c'est là où intervient un peu une sorte d'ingénierie sociale, et ça, c'est la clé de voûte finalement de ce type d'accompagnement. Première chose, opérer un bon diagnostic de la situation. C'est-à-dire, quand on arrive sur l'exploitation agricole, on doit venir comprendre comment le système fonctionne, écouter beaucoup l'agriculteur, ce qui est relativement peu fait dans le conseil classique. On doit vraiment faire plus du coaching que du conseil, et on écoute ce qui se passe sur l'exploitation agricole, les sols, le parc machine, les possibilités de l'agriculteur. Et ensuite, on trace un plan de progrès avec lui. Et ce plan de progrès doit lui permettre, à partir de ce diagnostic, d'aller vers un mieux économique et un mieux technique. Et donc, l'accompagnement est extrêmement important. Voilà. Cet accompagnement de proximité, il doit être relié avec de la formation. C'est-à-dire que la formation permet d'avoir un langage commun.
si, quand on arrive dans un champ et qu'on parle de structure de sol ou de lombric ou de couverts végétaux, tout le monde entend quelque chose de différent, on n'arrive pas à se parler. Donc, il y a un nouveau langage technique. Et donc, c'est lors de la formation initiale et continue, en groupe, on ne fait pas ça en individuel, qui permet de pouvoir lisser justement le langage, les connaissances et de pouvoir travailler ensemble. Autre chose extrêmement importante, j'ai bien dit ensemble, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a acquis un langage commun et qu'on comprend comment diagnostiquer son système et notamment ses sols, eh bien, on va travailler ensemble en groupe d'agriculteurs dans des localités similaires pour faire évoluer les itinéraires de culture et créer aussi de l'entraide et de la discussion. Donc, en fait, on a cette notion de groupe qui est extrêmement importante. D'ailleurs, je salue la politique de GI2E qui avait été mise en place à partir de 2012 par le gouvernement en disant l'innovation ne doit pas venir que des centres de recherche, mais aussi du terrain. On va donner les moyens aux agriculteurs pour encore plus pouvoir innover depuis le terrain. Ça a été le cas lors de la Révolution verte. Aujourd'hui, dans une autre forme de révolution, plutôt différente, et ce sont bien du terrain que ça provient. Donc, voilà. Et puis après, on peut compléter ça avec, et c'est important, des expérimentations qu'on fait aussi en groupe. Donc, accompagnement, formation, expérimentation, atelier, voire voyage d'études, permet à un ensemble d'agriculteurs de se conforter dans des trajectoires techniques et de gérer finalement, le risque, parce que c'est un risque de changer toujours, et de pouvoir aussi, des fois, innover, parce que les itinéraires techniques, il faut les adapter au niveau local. L'idée, c'est de toujours travailler cet assemblier de façon commune. Voilà, ne pas avoir juste de la formation, juste de l'accompagnement. On a besoin de cet ensemble pour faire muter un groupe d'agriculteurs. Et ça prend entre 3 et 5 ans pour avoir des résultats extrêmement intéressants sur le terrain avec un niveau de changement qui est très significatif quand on met tout ça en place. Je dirais que pour que l'évolution, par exemple, en agriculture de conservation se fasse sur une exploitation agricole, entre le démarrage, premier point de contact, et le moment où on arrive à maturité dans un système de production, il se passe entre 4 et 5 ans. Pour quelqu'un de vigoureux, qui est bien accompagné, etc. Donc, vous voyez, c'est toujours du moyen terme. Et ce qui est très important, je pense, de comprendre, c'est qu'on ne peut pas tirer sur une plante pour qu'elle pousse plus vite. Le changement, il s'ancre dans le moyen terme. Et on a besoin aussi, et c'est je pense que c'est la même chose au niveau du Vivessia, quand on dialogue avec nos clients, notamment les grands acheteurs qui ont à cœur de faire évoluer les systèmes, il faut s'ancrer dans une politique de moyen terme pour avoir des résultats significatifs et ne pas trop appliquer de pression dans un changement qui est radical pour certains. Voilà. Quand je vous écoute tous les deux, et puis ce que j'ai pu observer également depuis ma fenêtre universitaire, on a l'impression que l'agriculture de conservation des sols, ça ressemble à quelque chose comme un mouvement social, c'est-à-dire quelque chose qui émerge en dehors d'institutions bien identifiées qui seraient un peu du descendant et qui dirait ben voilà, maintenant c'est comme ça. On voit au contraire des agriculteurs qui innovent, qui bricolent des semoirs, qui bricolent un certain nombre d'outils que les fabricants ne développent pas. On les voit travailler entre eux. Il y a quelque chose du mouvement open source dans l'agriculture de conservation des sols. Est-ce qu'il n'y a pas alors, ma question, c'est de dire, est-ce qu'il n'y a pas un risque à un moment donné alors, est-ce que ce mouvement social peut s'épuiser et donc retomber doit-il être accompagné avec un risque quelque part qui est on change la logique et qu'on soit beaucoup moins efficace, beaucoup plus prescriptif et qu'on respecte moins l'entrepreneur agricole? Comment vous voyez cette innovation se diffuser dans la ferme France, si je puis dire? En fait, tout ça est vraiment lié, je pense, à un peu l'histoire des innovations et de la science en général. Déjà, si ça marche aujourd'hui, c'est que parce que ça vient du terrain. Il faut quand même être clair, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui vient du terrain, c'est puissant, c'est viscéral, et ça a commencé petitement. Il faut quand même se rappeler, moi je vais remettre un peu l'église au centre du village. Moi, quand j'ai commencé à faire des formations sur ces sujets-là il y a 10 ans, alors ça commençait à être bien connu, hein. Moi je considère que je suis la génération d'agronomes privilégiés, c'est les anciens qui ont plus souffert. Mais on était quand même traités comme pas grand-chose, c'est-à-dire qu'on disait des bêtises, le lombric ça servait à rien, les couverts oui mais pas trop. Et aujourd'hui, on nous appelle toutes les 5 minutes pour accompagner des projets plus ou moins grands. Donc, en fait, ça se passe toujours comme ça, l'innovation. C'est-à-dire qu'on a les précurseurs qui apparaissent comme des imbéciles, puis après, on a un certain nombre de choses qui changent, on a de plus en plus de personnes à divers niveaux de l'encadrement agricole, les agriculteurs, etc., qui changent, et puis ça crée des mouvements, les gens se regroupent, et de plus en plus, ça devient mainstream. Ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, cette population de précurseurs
aujourd'hui, elle arrive, je ne vais pas dire à saturation, mais en fait, on a 10-15% des agriculteurs très intéressés par les sujets, qui prennent le sujet à bras-le-corps, qui font de l'agriculture de conservation à divers niveaux, c'est-à-dire du TCS léger, du semi-direct, ou qui vont avoir des itinéraires mixtes, parce que quand on demande de diminuer les herbicides drastiquement et en même temps de faire de l'agriculture de conservation, on arrive à des verrous techniques qu'il faut bien lever, et donc on reprend un peu les machines. Et donc, à un moment donné, on a tout ce monde-là qui évolue, mais on arrive à un butoir. Et d'ailleurs, je pense que les coopératives comme Vivesia, mais même nous à notre niveau, parce qu'on travaille pour des très grands groupes où on doit faire la transition d'agriculteurs qui ne l'ont pas forcément demandé, eh bien, on se retrouve dans des systèmes où on va être un peu plus directif. C'est-à-dire qu'avec des agriculteurs qui sont très engagés, on va avoir un mode de fonctionnement en coaching, en collaboration, très ouvert, très horizontal. Puis il y a des agriculteurs qui disent « moi j'ai envie d'y aller parce que j'ai une filière à la clé, parce que c'est impulsé, parce que je sens que c'est la bonne direction, mais je ne sais pas ». Et donc là, on va être plus directif dans la façon de faire du conseil. Donc je pense que c'est une histoire d'adaptation et de psychologie. Ce qui est certain, c'est qu'on arrive pour moi dans on va dire des agriculteurs qui ont besoin d'un conseil plus carré, plus cadré. D'ailleurs, nous, on forme à peu près 1000 personnes par an et dans les 1000 personnes, on a à peu près 200-250 techniciens qu'on forme. En moyenne, les techniciens sont moins bons que les agriculteurs, globalement, hein, qu'on a dans les formations. Et en fait, les deux demandent des références. Et d'autant plus ces techniciens qui sont un peu perdus quand on travaille avec le vivant, c'est-à-dire des nouvelles gammes d'intrants à base d'organismes vivants, de prébiotiques, et même les couverts. C'est-à-dire qu'en fait, même les couverts sont difficilement agencés des fois. C'est la base. Donc, pour les agriculteurs, c'est un peu les mêmes thématiques. Donc, on va devoir arriver petit à petit dans une acquisition de références où, tout comme aujourd'hui, on a des itinéraires techniques extrêmement cadrés, calés en agriculture raisonnée, on va avoir des itinéraires techniques de plus en plus cadrés, avec un niveau de granularité plus important. Parce que ce qui caractérise l'agroécologie et l'agriculture de conservation, c'est que c'est spécifique au spédoclimat. Et à un moment donné, quand j'ai 40% d'argile, ce n'est pas pareil que quand j'ai un sol très sableux, ce n'est pas pareil que quand j'ai un sol franc, et donc je vais devoir adapter. Et c'est là où on va devoir faire preuve aussi d'un certain niveau d'autonomie dans la ferme, parce qu'il n'y aura pas un technicien derrière l'épaule de chaque personne. Et la France est le pays avec le plus de techniciens par agriculteur. Déjà, on est super bien fourni, mais ça ira pas plus loin, ou ça ira peut-être un peu plus loin, mais à un moment donné, ou alors il faudra payer le conseil, et ça coûtera 3 000 € par an, et ça sera comme ça. Mais à un moment donné, ça va être très complexe d'avoir sur chaque prise de décision un technicien qui pourra dire « fais comme ci, fais comme ça ». Donc, c'est pour ça que cette acquisition de compétences et cette révision un peu de la base agronomique de tout un chacun est importante. Ceci dit, on va avoir de plus en plus de cadrage. Je veux dire, Vivesia est là avec nous aujourd'hui, mais on va dire la plupart des grandes coopératives majeures commencent à s'y intéresser. Vivesia a un vrai temps d'avance, c'est une certitude. Mais on a de plus en plus de grandes coopératives, de grands négoces qui s'intéressent au sujet. On a les grands acheteurs qui sont très structurants pour les filières, qui demandent cela. Donc forcément, ça a un impact majeur sur l'approvisionnement. Et donc, nous, on intervient d'ailleurs pour ces grands acteurs. On intervient à peu près pour tous les maillons de la filière, les coopératives pour former leurs opérateurs, les grands acheteurs pour accompagner leur politique de sourcing durable au travers de ces différents types d'agriculture. Et globalement, on est dans des signaux aujourd'hui qui m'amènent à penser que ce ne sera peut-être pas du mainstream, mais ça sera de la niche très large, qui d'ailleurs perdra peut-être un certain nombre de price premium et deviendra une condition d'accès marché dans les 5 à 10 ans. Donc, c'est aujourd'hui mais qu'il faut se positionner, parce que demain, on aura moins à gagner. Par contre, on a les marchés carbone demain. C'est-à-dire qu'en fait, moi, aujourd'hui, j'écrase le coût du conseil en travaillant sur les certificats carbone. Donc, nous, on travaille avec plusieurs partenaires, mais pour les filières, on travaille souvent avec Pour une agriculture du vivant, dont on est membre fondateur au démarrage et dans le conseil d'administration. Et puis, pour le stockage de carbone, on est en train de travailler avec une start-up qui s'appelle Régénération, qui a des niveaux de rémunération par certificat carbone beaucoup plus intéressants. Mais on travaille avec d'autres aussi entreprises qui travaillent autour des certificats carbone. Je ne vais pas travailler avec les uns et les autres parce qu'il y a différents niveaux de maturité. Mais donc, on a un monde qui est en train de se structurer qui change. Voilà. Et donc, je pense que c'est quand même une bonne chose pour tous. Maintenant, voilà, il y a un ensemble d'outils. Oui, non, mais on voit bien la dynamique qui se met en place, Sébastien. Merci. Je vais passer la parole à Magali. Donc, le regard du chercheur, qu'est-ce que cela vous inspire, cette transformation des filières à partir de l'agriculture de conservation des sols, Magali? Je vous laisse analyser ça en tant qu'universitaire. Donc, bonjour. Moi, j'aurais surtout quelques interrogations parce que
j'ai l'impression que s'il y a tous les producteurs qui semblent volontaires pour s'engager dans cette nouvelle agriculture, mais que ça reste un marché de niche, je me demande comment en interne, finalement, la coopérative va sélectionner les producteurs qui vont pouvoir vendre sur ce marché de niche et si ça ne va pas créer des conflits en interne entre les producteurs eux-mêmes. Donc ça, c'est ma première question. Et la deuxième, c'est toujours dans quelle mesure cette nouvelle agriculture ne va pas être en conflit ou être vue comme un élément additionnel, un effort additionnel à faire encore pour le producteur pour satisfaire finalement les exigences de l'aval et comment est-ce qu'ils le perçoivent. Parce qu'on voit bien qu'il y a des producteurs qui sont enclins à vouloir changer. Par contre, dans les freins culturels, finalement, ce que disait Sébastien, c'est oui, il y a de grands freins culturels, mais cela, ça en fait partie aussi. Peut-être que c'est la contrainte supplémentaire qui est en trop pour les producteurs. Donc moi, c'est surtout sur ces deux aspects que j'aimerais avoir les retours. Bon, mais je me permets rapidement. En fait, nous aujourd'hui, dans les systèmes de production qu'on accompagne, avec 0 prix supplémentaire, on fait gagner du temps de travail et du revenu. On travaille sur les charges et on travaille sur, on va dire, la rationalisation du temps de travail, qui est assez peu rationalisé sur les fermes. C'est-à-dire qu'en fait, on fait beaucoup de choses. Donc, comment est-ce qu'on rationalise tout ça tout en ayant un système agronomique qui tient la route? Donc, on va dire en 80% des cas, sans parler de prix supplémentaires, de rémunération, de quoi que ce soit, on arrive à des choses intéressantes. En dégageant du temps et en dégageant faiblement du revenu, parce que bon, ben, on travaille que sur le poste à charge, un peu sur l'organisation des cultures. Après, on est bloqué parce que ben, sur certains débouchés, quand on veut mettre des cultures un peu originales, c'est compliqué. Donc, on va travailler dans un cadre de contraintes un peu spécifique. Mais globalement, nous, sans parler de prix premium, on arriverait à trouver un niveau d'intérêt. Par contre, on arrive à faire ça à l'agriculteur que si lui, il est pleinement engagé. C'est une réforme de son système global. On le fait à des coûts maîtrisés ou à isoparc matériel ou en faisant des investissements très modérés pour avancer petit à petit. On voit ce qui peut se passer avec des CUMA ou autres autour dans l'environnement. Bref, c'est une étude un peu complète de l'environnement de l'agriculteur aussi. On travaille avec lui à changer le système. Ça prend quelques années, mais on peut arriver à des choses extrêmement intéressantes au-delà d'un aspect, je vais avoir un marché derrière. Après, la question des marchés, je vous rejoins. Enfin, Christophe a acquiescé quand j'ai dit que ça allait être des conditions d'accès marché. Ça va arriver. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure on va garder voilà, un différentiel de prix. Je ne sais pas. Je laisse s'exprimer Viessia là-dessus, qui saura bien mieux que moi en parler. Alors, ce n'est pas Vivesia qui va s'exprimer, c'est juste Christophe Buren. Ce serait prétentieux de ma part de m'exprimer au nom de l'ensemble de Vivesia. Non, la question est passionnante, la question de Magali, mais en fait, c'est une question de notion du changement. C'est la gestion du changement. Regardons autour de nous, dans notre famille, dans nos amis, quels sont les gens qui aiment le risque et quels sont les gens qui aiment beaucoup moins le risque. Et en fait, on est dans cette approche-là. Les fameux, ceux qui sont déjà entrés dans cette dynamique et indirectement, on en a parlé tout au long de ce séminaire, hein, ce sont des gens qui qui ont envie de changer, mais qui sont aussi prêts à prendre du risque et à sortir de leur zone de confort. Donc, c'est ça qui est important à prendre en compte. Et c'est pour ça que je rejoins complètement ce qui a été dit tout à l'heure. On est dans une situation où, pour ceux qui n'aiment pas trop ce risque, effectivement, il faudra probablement être un peu plus directif, leur apporter du conseil clé en main, parce qu'ils n'ont pas envie, et c'est acceptable, hein, on est tous différents, on est tous fabriqués autrement, et puis les agriculteurs ont peut-être moins de temps sur ce type d'activité agronomique parce qu'ils utilisent leur temps à faire autre chose. Donc, pour certains, je rejoins cette approche. Le risque, en fait, ils n'aiment pas cette notion de risque. Alors, parce que c'est chez eux naturel ou tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas se le permettre parce que leurs résultats sont déjà très faibles. Donc ça, on doit le prendre en compte. Et pour aller sur la deuxième question sur le choix des agriculteurs, alors pour l'instant, on n'a pas ce souci-là, c'est-à-dire que tout agriculteur qui souhaite rentrer dans ces démarches eh bien, peut y rentrer. Le marché est encore demandeur en fait, de produits, agriculture de conservation, etc. Et si demain on devait faire un choix, il n'y aura pas de choix à faire. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de prime à celui qui est entré en premier, ce qui est assez logique, puisqu'il a finalement essuyé beaucoup plus les plâtres que les autres, qui arrivent parfois quand tout est organisé. Donc, moi, je suis par contre
confiants sur la capacité de nos équipes, tant que ce n'est pas généralisé, à mettre en place en fait un certain nombre de contrats nouveaux. Parce que, voilà, vous savez, Grand Moulin de Paris, par exemple, pour ne citer que, c'est 600 000 tonnes de farine. Donc, ça fait quand même quelques agriculteurs derrière qui peuvent eh bien, changer leur façon de produire et également bien enregistrer ça pour que ça puisse être tracé, certifié auprès de nos consommateurs. Donc, non, aidons les gens à sortir de leur zone de confort, mais on ne peut pas non plus pousser des gens qui n'ont pas cette approche psychologique à le faire. Et je me répète, psychologiquement, on est tous différents et il faut accepter cette différence. C'est important. Et ça veut dire, du coup, alors, juste concrètement, si on est sur un marché de niche, ça veut dire que pour l'instant, les producteurs peuvent encore entrer sur ce marché. Il n'y a pas de saturation, en fait, et tous les producteurs ont vraiment encore leur place. Ouais, si demain on avait le double d'agriculteurs, je vous répondrai à l'instant T non. Si aujourd'hui quelques agriculteurs supplémentaires se présentent, il y a toujours des possibilités. Après, à nous aussi en fait de sentir la demande côté agriculteur et de la répercuter. C'est un jeu d'équilibre, l'offre et la demande du marché. C'est toujours la même chose. Si on arrive avec trop d'offres, eh bien, on va tuer le marché et l'inverse est plutôt préférable. Quand on regarde la démarche, par exemple, de Heineken aujourd'hui, alors pour lesquelles on n'a pas encore les solutions adéquates, etc. Mais quand Heineken va et d'autres, j'imagine aussi, hein, l'ensemble des brasseurs, vont se lancer en fait dans ce type de demande, la demande va être extrêmement vaste. Donc, sur certains types de micro-marchés, on peut peut-être arriver très rapidement à saturation. À nous, en fait, d'en trouver d'autres pour faire le relais et de pouvoir proposer autre chose. Oui, mais ça veut dire concrètement qu'en interne, vous allez organiser les producteurs en fonction des différentes exigences du marché. Et en fait, vous allez les orienter, voilà, certains sur certains marchés plutôt que d'autres. D'accord. C'est-à-dire, c'est la question que vous posez, alors, si je ne me trompe pas, c'est la nuance qui existe, et la nuance importante entre l'égalité et l'équité. Et c'est jamais très simple de répondre à ces questions, parce que l'égalité, ce serait tout le monde, le même pourcentage, le même tonnage, je ne sais quoi. C'est compliqué, il faut quand même qu'on organise les choses, et il y a aussi une sorte de prime à celui qui s'est lancé au début. Pourquoi est-ce que celui qui a essuyé les plâtres, tout à l'heure on entendait sur les agronomes, pourquoi l'agriculteur qui a essuyé les plâtres, qui a pris un plus de risques et qui s'est lancé dans le premier en fait dans ce type de production et qui a, voilà, qui a osé, utilisons ce beau verbe, il a osé faire, eh bien, il a aussi quelque part une récompense derrière. Pensons à l'équité de traitement à situation identique, en fait, traitement égal, mais pas égalité généralisée. J'ajouterais une chose par rapport aux acheteurs, parce que nous travaillons comme voilà, partenaires techniques, scientifiques en matière d'agroécologie pour ces grands acheteurs. Voilà, que ce soit le Heineken, le groupe LVMH ou Pernod Ricard ou autre. Et donc, effectivement, on a aujourd'hui les stratégies RSE, responsabilité sociale des entreprises, au sein des grands groupes, sont arrivées à un certain niveau de maturité, notamment en termes d'approvisionnement agricole, avec une vraie volonté de mieux comprendre comment sont produites les matières premières et d'avoir un niveau finalement d'exigence sur les modalités de production et l'impact sur la biosphère de ces matières premières et le stockage et le climat, parce qu'en fait, c'est ce qui pèse dans leurs produits finis. Hein, que je prenne d'ailleurs voilà, quelque chose qui soit issu du cuir d'un animal ou que je prenne effectivement de l'orge de brasserie, si je prends la canette, ce qui va peser dans le bilan environnemental, c'est qu'est-ce qui s'est passé durant l'action de production. Et donc, effectivement, la demande ne va faire que croître au moins pour les prochaines années. Ça, c'est une certitude. Et avec une certaine convergence dans les demandes qui sont faites à des grands fournisseurs comme voilà, Vivesia ou d'autres coopératives, qui sont la fertilité des sols, la biodiversité, la qualité de l'eau. Et en fait, tout ça se relie à des systèmes de production où l'agriculture de conservation a son rôle à jouer. Donc après, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des négociations bipartites, en fait, la question des contrats. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'acheteur se met en face de son fournisseur majeur et voilà, cale une politique contractuelle et un tunnel de prix qui doit être cohérent par rapport aux efforts. Et après, le fournisseur s'arrange avec ses premiers fournisseurs, c'est-à-dire les agriculteurs, parce que c'est un intermédiaire, une coopérative ou autre,
pour essayer de gérer ces charges d'intermédiation pour que le maximum de valeur puisse revenir à l'agriculteur. Ça, c'est le principe. Après, en action, c'est différent. Ça dépend si le client demande une filière en ségrégé, en masse balance, c'est-à-dire est-ce qu'il faut avoir une traçabilité complète ou pas de la matière. Et donc ça permettra de dire ou pas si. Voilà. Mais c'est un levier, en fait, la filière, ce qu'on appelle un incentive pour permettre aux agriculteurs de faire et d'opérer ce changement à grande échelle. Donc les acheteurs sont en train de tirer la filière aujourd'hui. C'est pour ça que ça change de façon massive, parce que les acheteurs ont demandé. Merci. Voilà. Merci Sébastien, Christophe. J'ai plein de questions. Il y a plein de questions passionnantes que je voudrais vous répercuter à tous les deux. Vous allez voir. Ce que je vous propose, Christophe, je commence par des questions qui vous sont plutôt adressées. Peut-être des réponses courtes. On va essayer d'en balayer un maximum. Une question de Thibaut qui demande: est-ce que vous êtes prêt chez Vivescia à intégrer des labels bas carbone? Je vais vous les lister, Christophe, les questions. Vivescia va-t-il vers les labels bas carbone? La question de la traçabilité, toujours Thibaut qui pose cette question importante dans la filière. Est-ce que vous tracez votre blé bas carbone? Est-ce que c'est tout simplement même possible? J'avoue que c'est une question, sans aller trop loin dans la technique, comment on assure la traçabilité? Stéphane nous pose une question très importante que j'aurais posée. Allez-vous aller vers un rééquilibrage avec l'animal et la production animale, notamment autour des engrais, éventuellement la production de l'énergie? Est-ce que la monoculture ou l'élevage pur, est-ce que c'est fini? Quel est un peu c'est une question difficile, Christophe, mais quel est votre avis sur ce point-là? Qu'est-ce qu'il y a pour vous? Une question aussi. Tout à l'heure, vous avez dit, Christophe, que le démarrage, c'était les économies. Il y a 15 ans, 20 ans, chez Vivescia, on voyait bien les économies. Est-ce que ces économies sont toujours réelles aujourd'hui à l'échelle des exploitations et des parcelles, ou ceux qui ont basculé font peu ou pas d'économies? Voilà. Vous voyez, il y a plein de questions, Christophe. On va commencer par celle-là, puis après, je répercuterai les autres qui s'adresseront sans doute plutôt à tous les deux. Ok, merci. Oui, merci pour toutes ces questions. Peut-être déjà terminer sur les propos de Sébastien. Tout à l'heure, effectivement, les industriels aujourd'hui, ils ont cette vision, cette obligation de produire au moins à partir de 2050, puisque là, c'est une véritable obligation, mais même auparavant, ils se mettent des objectifs à 2030, 2035, d'être en production à zéro gaz, enfin, à zéro émission de gaz à effet de serre. Quand on observe les gaz à effet de serre chez un industriel, il a évidemment sa logistique, son transport, ses fours, son froid, etc. Mais il a aussi sa matière première agricole. Eh bien, il faut savoir que la matière première agricole, quand on regarde l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre d'un industriel, représente 50 à 75% des émissions. Donc, c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, tous ces industriels s'intéressent de plus en plus à la production agricole et qu'ils cherchent en fait à monter des filières, et ils s'intéressent en fait aux intermédiaires, puisqu'il faut quelqu'un qui agglomère en fait toute cette production pour faire évoluer le système. Donc ça, c'était un peu pour continuer dans la logique de la réponse de Sébastien tout à l'heure. Concernant alors l'ensemble des questions là directes qui ont été posées sur le chat. Le label bas carbone, oui, bien sûr, on travaille sur les labels bas carbone. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs tous ces travaux qui sont lancés avec Earthworm, mais qu'on a également embauché un ingénieur qui travaille sur le bas carbone dans nos filières. C'est pour ça qu'on travaille également avec Heineken. On a aujourd'hui différents labels. Est-ce que, comme dans la téléphonie, il y a une vingtaine, 25 ans, on va à un moment avoir un modèle dominant? Est-ce que ce sera un modèle européen, un modèle mondial? Enfin, peu importe. Mais il faut regarder ces labels bas carbone, parce que la demande, de toute façon, de demain, c'est bien le climat. Et derrière le climat, il y a le carbone. Donc oui, nous travaillons là-dessus. Sur la question plus technique de la traçabilité, il y a aujourd'hui des logiciels de traçabilité, et ce sera indispensable pour que les agriculteurs demain puissent finalement être rémunérés d'une façon ou d'une autre, tout simplement vendre leur blé s'il y a une exigence de la part d'un client dans une certaine filière. Ce sera indispensable que cela soit tracé, et peut-être qu'il faudra d'ailleurs passer à la blockchain, comme on a pu le faire d'ailleurs dans notre groupe pour, par exemple, la production de farine bio.
Le rééquilibrage entre l'animal et le végétal. Alors déjà, j'ai entendu un moment le mot monoculture. Bertrand, alors, dans nos zones, la seule monoculture qui existe, c'est la vigne et c'est le champagne. Sinon, on n'a pas de monoculture dans nos zones. On a plutôt des rotations diversifiées avec une diversification faible qui est de 4 à 5 cultures et certains agriculteurs qui sont à 7-8. Donc là, ce sont vraiment des agriculteurs qui sont déjà fortement rentrés dans l'agriculture de conservation. Après, 7-8, il faut aussi trouver les débouchés parce que voilà, il existe des marchés pour certaines cultures mineures, mais si jamais, on voit d'ailleurs aujourd'hui dans la production bio de lait ou d'œufs, hein, ce n'est pas les cultures, mais dès qu'on produit plus que le marché, eh bien, les cours s'effondrent et ça devient très dangereux. On l'a eu il y a 2 ans, par exemple, sur des lentilles, où en une année, on a produit la production de lentilles de 2 ans. Donc, et comme permettez-moi cette expression, on ne se relève pas la nuit pour manger des lentilles, et là, on est resté avec les stocks de lentilles dans les stockages. Donc, le rééquilibrage entre l'animal et le végétal, depuis que me suis lancé dans la filière agricole, depuis que je suis passé par mon école d'ingénieur, j'ai toujours entendu cette thématique. Donc, c'est une thématique récurrente qui revient en permanence. Est-ce que dans nos zones, alors qui sont plutôt, et si certains des associés coopérateurs de l'USM m'entendent, qui sont dans les zones justement qui sont équilibrées avec des pâtures, etc., ils vont dire mais qu'est-ce qu'ils nous racontent? Mais on a une grande partie de nos zones qui sont des zones plutôt céréalières, hein, puisque la Marne, l'Aube, une partie de l'Aisne, etc., on a peu d'élevage. Est-ce qu'on va avoir dans ces zones-là un rééquilibrage vers des productions plutôt de viande blanche? C'est possible. Mais là encore, ce sera la volonté en fait, des agriculteurs de se lancer dans ces productions. Alors, on ne se lance pas dans la production juste parce que j'imagine que votre question était derrière ça, pour récupérer les fientes, le fumier, etc. On se lance aussi parce qu'il y a un intérêt, il y a une rentabilité, il y a peut-être du temps à occuper, parce que comme nous le disait Sébastien tout à l'heure, comme je travaille moins dans les champs parce que j'ai acheté des nouvelles machines, et ça me permet de répondre à la dernière question, j'ai des machines qui me permettent, j'ai acheté ou pas d'ailleurs, j'ai des machines aujourd'hui qui me permettent de moins aller dans mes champs, donc je fais des économies réelles. Et la question est de savoir ensuite, l'économie étant réelle, est-ce que je gagne de l'argent? Ça veut dire que ma marge, si je n'ai pas diminué ma production, je n'ai pas trop diminué ma production, et pour ne pas être complètement grignoté par... c'est-à-dire que le moins de produits n'est pas grignoté par le moins de charges. Mais si on dégage du temps, on a effectivement la possibilité de se lancer dans des productions animales. C'est très compliqué de répondre à la question parce que, comme je vous le dis, ça fait 35 ans que j'entends toujours cette même thématique revenir. Et au final, les gens ne sortent pas de leur zone de confort. C'est comme la question de Magali tout à l'heure sur qui se lance dans ces aventures. Est-ce qu'on a envie, quand on est juste en grande culture, de se lancer dans un élevage? Ce n'est pas si évident. Et en même temps, il faut qu'il y ait des marchés. Donc, et si jamais il y avait les marchés, dans nos zones où le nombre d'abattoirs, par exemple, est relativement limité, eh bien, il faudrait aussi mettre en place toute une filière pour répondre en fait, à cette production et être en capacité tout simplement de délivrer les marchés qui vont avec ces différentes filières. Voilà Merci, un peu les questions. Oui. Ouais, une dernière question pour vous, Christophe. Qu'est-ce que c'est ce bilan carbone simplifié? Ça suscite un intérêt. Quelles sont les réalités, les modalités pratiques derrière ce bilan carbone simplifié que vous évoquiez en propos d'ouverture? Pour réaliser un bilan complet, il faut une journée, voire 2 journées en fait, vraiment d'ingénieurs sur une exploitation agricole. Donc, vous imaginez que ça représente quand même beaucoup de temps. Quand on a 10 000 agriculteurs, on ne peut pas se permettre cela. Donc, l'idée que nous avons en interne, c'est avec notre service agronomique accompagné certains spécialistes, c'est d'être en capacité d'avoir une première approche pour que chaque agriculteur puisse se situer sur ses intrants, ses sorties, en fait, ses émissions de gaz à effet de serre, et puis aussi son stockage de carbone dans les sols, etc., pour qu'on ait une approche globale et que chacun puisse se situer par rapport à son voisin et par rapport au panel global de la coopérative. C'est une première approche, mais vous comprenez que c'est l'idée qui est derrière ça, c'est d'emmener en fait l'ensemble du collectif Vivesa. Parce que sinon, on reviendrait à
à une approche entre guillemets un peu élitiste. Il y a aujourd'hui des bilans carbone qui sont réalisés, qui sont compliqués. Il faut beaucoup de données. Donc, parce que moi, je parlais de l'ingénieur qui vient, mais il faut aussi la donnée, etc. Cette approche, elle est intéressante, cette approche élitiste. Mais comme Vivescia aujourd'hui, nous considérons que cette problématique du carbone est vraiment la problématique de demain, eh bien, nous souhaitons accélérer et déjà ouvrir les yeux de nos agriculteurs. C'est pour ça qu'on a cette approche simplifiée, qui n'est pas parfaite, c'est clair, parce qu'il faudrait aller beaucoup plus loin. Mais quand on veut emmener l'ensemble de ces associés coopérateurs, quand on veut ouvrir leur chakra, quand on veut qu'ils s'intéressent à la chose, qu'ils puissent aussi se benchmarker avec leurs voisins, c'est pour ça qu'on a pris cette option. OK, merci Christophe, c'est très clair. Alors, je vais adresser des questions qui sont plus larges. Que peut-être vous pouvez commencer, Sébastien. On va voir comment ça marche. Qui va accompagner? Alors, on a vu un certain nombre d'acteurs. Il y a quand même l'écosystème de la transition. On voit bien ce que peuvent faire les coopératives à travers l'exemple de Vivescia. Que peuvent faire les chambres d'agriculture? Une autre question, un thème de question, l'appareil de formation. Et avec des témoignages assez directs dans le chat en disant mais toutes ces questions aujourd'hui sont pas ou très peu dans l'appareil de formation. Est-ce que notre appareil de formation est bien adapté ou préparé ou suffisamment aiguisé sur ces nouvelles techniques agricoles? Il y a une question aussi très intéressante. Quelle est la place de l'arbre demain dans l'agriculture de conservation des sols? La place des arbres ou la place éventuellement des haies? Est-ce que c'est des choses qui peuvent gêner ou est-ce que des choses qui peuvent au contraire compléter l'action que l'on peut mettre autour? Sans doute, la question est posée autour de l'enjeu du stockage du carbone. Et puis les outils qui permettent de mesurer, qui permettent d'objectiver le fait qu'on a stocké du carbone, qu'on a régénéré des sols. Est-ce que vous voyez apparaître une métrique ou en tout cas des outils de pilotage? Voilà, ça fait une première série de questions. Il y en a d'autres. Je ne sais pas si on aura le temps de tout faire. Peut-être Sébastien, de manière ramassée. Oui, je vais essayer de faire ça de manière ramassée. Donc, je vais commencer par la question de l'arbre, parce que c'est important en matière de design. En fait, la vraie question fondamentale qu'il faut se poser dans les systèmes agricoles qui arrivent, c'est justement la question du design. Des choses qu'on ne s'est pas forcément posées. C'est-à-dire qu'avant, moi je vois bien, j'ai été élevé en partie par mes grands-parents, donc je vais dire que j'ai baigné dans une atmosphère agricole. Et donc, et derrière, on a cette question de comment c'était fait avant. Moi, j'aime toujours cette histoire. Oui, les anciens, ils faisaient des rotations, tout ça. Moi, mon arrière-grand-père, il mettait de la tomate au même endroit jusqu'au moment où ça chope un hématode ou un pythium, et puis après, c'est fini. Parce que quand la tomate va bien à un endroit, je continue à la mettre jusqu'à ce que ça aille mal. Donc, en fait, cette question de dire oui, avant on savait, aujourd'hui on ne sait pas, et puis c'est les lobbies qui nous ont empêchés d'eux. Bon, peut-être dans une certaine mesure, mais je ne suis pas vraiment sûr. Parce qu'on a forcé personne à utiliser des produits chimiques, c'est juste que ça marchait et qu'on pouvait voir venir. Et donc, en fait, on a avancé comme ça à créer finalement la production alimentaire en agençant des intrants parce que ça nous permettait de sécuriser notre rendement, notre qualité. Aujourd'hui, on se rend compte que cette industrialisation des itinéraires de production, qui aurait été fait avant si on avait eu les moyens, mais voilà, ça crée des problématiques environnementales, qualité de l'eau, biodiversité, etc. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est le design. Comment j'intègre la production alimentaire dans le fonctionnement d'un écosystème sur lequel je n'ai pas d'avis à poser? J'en ai marre des gens qui donnent un avis. Oui, je pense que il n'y a pas question à penser. La biodiversité, si vous cassez toutes les niches écologiques, il n'y a rien à manger, bon, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous n'aurez pas de biodiversité, pesticides ou pas pesticides. La réciproque n'est pas vraie. C'est-à-dire je peux rester avec le même itinéraire technique avec pesticides, mais si d'un coup je recrée des niches écologiques, au niveau du sol, de la strate paysagère, la biodiversité arrive. Donc, on voit bien qu'il y a une notion de résilience de l'écosystème. Donc, à un moment donné, il faut se poser la question du design. Donc, le design, nous, on l'approche comme ça. On a 3 strates. On a le sol, la plante et ou l'animal, et le paysage. Et quand on fait un design, on part du sol. Ensuite, on travaille les rotations des cultures, l'agencement des cultures, si c'est du pérenne ou pas. Enfin bref, ça dépend sur quel est notre objet, si c'est de la vigne, si c'est des grandes cultures ou autres. Et après, le paysage. Ça veut aussi dire qu'on a cette approche un peu séquentielle. C'est-à-dire que le paysage est une affaire de quasiment moyen-long terme.
et ça a un gros impact après sur les flux de travaux et compagnie, et c'est cher. C'est-à-dire qu'en fait, si c'est moi, agriculteur, qui paye tout, je me retrouve à avoir un poste à charge derrière qui ne me rapporte pas grand-chose, voire même, si c'est mal fait, m'apporte des problèmes. Parce qu'en fait, positionner une haie par rapport à des flux éoliens ou des flux hydriques, ça ne se positionne pas comme ça, et des fois, la ligne droite est un peu compliquée. Donc, c'est là où, en fait, la question du paysage, par exemple, nous, on l'approche, et là, on est vraiment dans une phase pilote. Pas forcément sur des grandes masses de type bocager, en segmentant les champs, ça va. Mais par exemple, si on parle de la vigne, là, on est sur quelque chose, voilà. Parce que l'agriculture de conservation, ça marche en grande culture, en vigne ou ailleurs. Voilà. Donc, oui, l'arbre est essentiel. Et pour moi, on doit arriver à horizon 20 à 30 ans à restaurer, régénérer nos paysages. Mais il faut s'y prendre aujourd'hui. Et moi, je milite pour des politiques interprofessionnelles et surtout interacteurs, privés, publics, etc., pour pouvoir mettre en place des politiques vigoureuses de restauration du paysage. Parce qu'en fait, le bénéfice à l'échelle du champ, quand on parle de la strate paysagère, ne marche que si le paysage est régénéré en entier. Ce sont des flux de population, c'est un ensemble de choses. C'est-à-dire le microclimat se fabrique parce qu'au niveau macro, j'ai changé quelque chose. Et donc, c'est pour ça que tant qu'on ne s'accordera pas sur une vision de là où on veut aller avec l'arbre, collectivement, ça restera des petits patchwork. Mais de même, par exemple, si on a une grande coopérative et deux grands acheteurs qui se regroupent pour dire maintenant on y va de façon vigoureuse et on plie un peu le bras à toutes les interprétations, ça pourrait marcher. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut s'organiser. Voilà. Donc oui, l'arbre, 100%, pas dans toutes les conditions, pas n'importe comment, pas partout, mais bien organisé. Voilà. L'écosystème de la transition, de l'accompagnement, vous voyez qui? Vous voyez les COP, vous voyez les chambres d'agriculture, vous voyez des gens qui ne sont pas là, qui sont encore à inventer ou à aller chercher? Moi, je pense que c'est une histoire, en fait, la question des acteurs en place peuvent très bien opérer la transition, c'est une histoire de mindset. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, Vivesia, par exemple, a fait ça à une époque où tout le monde s'en foutait. Bon, ils ont choisi d'y aller. Donc, en fait, c'est une question de vigueur et d'état d'esprit. Aujourd'hui, par contre, pourquoi des acteurs comme moi émergent? Nous, aujourd'hui, on a un taux de croissance qui est extrêmement élevé. On est 30 personnes, on va être 50 en fin d'année, on va peut-être être 100 dans 2 ans. Et c'est parce qu'en fait, il y a une question aussi. Nous, on y va sans embâge. C'est-à-dire que nous, on crée nos cadres, nos références pour faire la transition. On n'est pas en train de se dire c'était comme ça avant, ou moi, je n'ai pas de lien politique en disant ah, j'ai l'institut machin qui dit que je fais ce que j'ai envie et si ça marche, mes clients sont contents et me payent. Donc, à un moment donné, l'émergence d'acteurs privés qui sont spécialisés en agroécologie, de toute façon, sont des moteurs. Après, je sais que dans 20 ans ou 30 ans, il y aura l'intégration de ces itinéraires techniques, de ces connaissances, sur l'ensemble des acteurs. Donc pour moi, c'est une mutation globale qui est en train de se faire. Et avec des acteurs privés qui sont en train d'émerger avec des façons de faire différentes. Donc je rebondis après sur l'appareil de formation, les chambres d'agriculture, etc. Moi j'ai enseigné pendant 4 ans en école d'ingénieur. Oui, on a un problème. Enfin, on peut le nier jusqu'à demain, mais en fait, l'agriculteur, c'est le seul cœur de métier qui se fait conseiller par un type qui a 2 heures de tracteur dans les dents. Il faut être clair, demander à un électricien ou un plombier de se faire former ou je ne sais pas quoi par un type qui n'a jamais posé une canalisation ou fait électricité. C'est assez étrange, mais j'ai toujours trouvé ça étrange. Bon, moi, j'ai 3 ans de pratique, temps plein, et après, j'ai repris des études, donc c'est un profil un peu atypique, mais j'ai toujours été étonné de voir le peu de pratique, le peu de mise en situation qu'on a aujourd'hui en école d'ingénieur, qui est nouveau, hein, parce que vous prenez les ingénieurs des travaux agricoles dans les années 70, ce n'était pas comme ça. Il y avait de la pratique, on faisait du réglage machine, on allait semer des trucs, bref. Enfin, de ceux qui me l'ont dit, hein, je ne l'ai pas fait moi à cette époque. Mais aujourd'hui, on a un vrai problème de déconnexion, parce qu'on crée des cadres de l'agriculture, alors que quand même, il faut des gens de terrain. D'ailleurs, on a une difficulté à recruter pour avoir des agronomes qui sont bons. C'est très compliqué. Nous, on doit aller les chercher, on doit les former. C'est pour ça qu'on a créé l'Institut de formation de l'agroécologie. Je me suis dit, comme ça, les gens vont venir se former chez moi et après, je les embauche à la sortie parce que je ne sais plus où les trouver. Voilà. Et dernière question, l'énergie. L'énergie revient souvent. Est-ce que la production d'énergie, c'est un enjeu que vous intégrez à l'agriculture régénératrice? Et est-ce que les filières agricoles et alimentaires, tout à l'heure, Christophe évoquait l'agriculture, on sort des commodités, on apporte des services. Est-ce que cette production d'énergie
Quel est votre rapport à cette idée de dire aussi les agriculteurs vont produire de l'énergie et ils sont ça rentre dans l'objectif d'agriculture régénératrice? Ou est-ce que c'est quelque chose, un autre sujet qui est à côté, sur lequel il faut qu'on dissocie nettement les choses? Pour moi, ça fait partie. En très court, peut-être, Sébastien. Moi, aujourd'hui, nous, on est en train d'acheter des fermes. Et dans toutes les fermes et dans tous les modèles que je design, il y a de la production d'énergie, systématiquement. Christophe? Oui, non, mais alors, ça dépend comment on regarde. D'un point de vue économique, il est souvent intéressant pour une ferme aujourd'hui de produire de l'énergie. Donc, ça crée un nouveau pilier en fait, économique sur cette ferme et une sorte de diversification. Si je puis me permettre, sur la question de l'innovation tout à l'heure dans les instruments de mesure, on a quand même aujourd'hui les satellites qui sont en capacité, par exemple, de mesurer à la fin de l'été la biomasse produite dans les champs post-récolte. Donc, on sera en capacité demain, je pense, grâce à l'innovation, de mesurer encore plus finement qu'on ne peut le faire aujourd'hui, grâce en fait à des nouvelles technologies, peut-être des robots qui pourront traverser les champs, mais je crois beaucoup à l'image satellitaire dans ce domaine. Très bien, merci à tous les deux. C'était passionnant. Je m'excuse, je n'ai pas pu reprendre toutes les questions, mais je crois que nous avons eu un séminaire particulièrement instructif. Merci Magali, merci Christophe et merci Sébastien. Merci Effectivement, à vous tous merci à tous. Je me permets de dire que la semaine prochaine, nous aurons on abordera la question de la reconnexion entre agriculture et alimentation sur les territoires. Et donc, je pense que ce sera un sujet également passionnant. Et représentant l'enseignement supérieur et la recherche un peu ici, je voulais quand même dire que la recherche et les écoles d'ingénieurs, ils avancent aussi à marche forcée pour produire de la connaissance et l'acquérir, je vous rassure. Voilà, merci à tous. Et merci à tous. Bonne semaine, à la semaine prochaine. Allez, merci, au revoir. Au revoir.